enseigner, animer, quelques repères. En préalable, il y a 8 formes d'intelligence. L'intelligence logique, verbale, spatiale, musicale, naturaliste, intrapersonnelle, c'est-à-dire l'art d'identifier ce qui se passe en moi au niveau sentiment, interpersonnelle, tout ce qui se passe dans le groupe, et enfin l'intelligence kinesthésique. Comment tenir la classe? Quels sont les ingrédients pour une bonne conduite de classe? L'acte éducatif, 4 phases: concevoir, préparer, conduire, évaluer. Concevoir, voir les réalités qui correspondent à des besoins et aussi voir les actions possibles, ce qui demande une bonne recherche, bien sûr en respectant sa créativité. Préparer, écris tes objectifs. Écris l'introduction, c'est ce qu'on appelle la prise en main, et comment tu vas faire pour accrocher tout de suite. On rappelle le programme et la dernière séance, le souvenez-vous, et le déroulement. Comment vais-je développer le sujet à l'aide des fiches proposées? Puis un bilan. Quelles conclusions, méthodes pour voir ce que les élèves ont compris, ont retenu. Ce qui demande du sérieux et à être consciencieux. Celui qui oublie de se préparer se prépare à être oublié. Je pense sincèrement que la préparation a valeur d'autorité quand on est face à un groupe. Et puis, voilà, on conduit ce groupe. La prise en main. Tout d'abord, il y a 3 relations. La relation à soi, la relation à l'autre et la relation au tout autre. Croire en soi, oser être soi, après la joie de préparer, la joie d'enseigner, et il faut préparer son corps, c'est-à-dire inspiration profonde, mes besoins physiologiques sont assouvis, préparer son esprit avec des pensées positives, et puis être disposé. Et la relation à l'autre, aimer les personnes qui sont en face de moi telles qu'ils sont. Ils me sont confiés. Avoir une vision de croissance, et ils sont des cavernes d'Ali Baba, c'est-à-dire, au fond de chaque personne, il y a des trésors, des talents, des dons. Et puis, j'ai ma relation personnelle à Dieu. Demander son inspiration, rappelant que Jésus parlait avec autorité. Faire silence en début de cours est intéressant parce qu'il permet d'avoir un bon ancrage et pour les élèves et pour l'enseignant, et ça nous invite au respect, et on laisse l'inspiration venir, et puis on peut aussi même prier intérieurement si nous le souhaitons. Un tableau de bord, j'aime beaucoup cette image du tableau de bord, où j'y mets le contenu, la pédagogie, la gestion de groupe, et toute la mise en scène autour. Quel est mon tableau de bord quand je fais ma conduite? Alors d'abord au niveau de la gestion de classe, l'important c'est la motivation, votre motivation et la motivation des élèves. En aimant l'école, les apprentissages sont meilleurs. Quels sont les manques d'intérêt possibles et comment je vais remédier à ce manque d'intérêt? Tout d'abord, moi, si je suis monotone en tant qu'enseignant, je suis invité à être passionné. Les cours ennuient parce que c'est un décalage avec la vie. Eh bien, j'essaie de donner du sens avec la vie. J'y pense d'avance. Les consignes ne sont pas toujours claires. Je m'invite à préciser davantage ce que j'explique. Effort des élèves mal dirigés, à moi de bien manager. Il faut se rappeler que les élèves aiment faire des choix, donc il faut varier les supports. Les élèves en difficulté non acceptés, là il faut les valoriser. L'école ne répond pas aux besoins, être à l'écoute, il faut entendre ce que dit l'élève ou la personne. Pas d'encouragement à la maison, j'essaie d'installer des partenariats. Déroulement de la séance. Bien sûr, on a sa fiche de préparation,
qui nous demande un savoir-faire, mais aussi un savoir-être. Dans mes indicateurs du mon tableau de bord, il y a aussi savoir que j'ai un émetteur et récepteur, il y a des parasites. L'élève, la personne n'entend pas toujours ce que je dis. Il y a un côté éducatif, mais il y a aussi parfois le côté répressif, magistral ou participatif. Et puis, il y a l'imprévu, laisser place à la providence. Est-ce que j'ai une pédagogie par objectif ferme ou par intuition? Eh bien, ça peut être tantôt l'un, tantôt l'autre. Il y a la forme et le fond, le verbal et le non-verbal, tout ce qui est théorique et pratique. Et puis, ne pas oublier qu'en face de soi, il y a des gens qui ont plutôt une mémoire visuelle, d'autres auditive et kinesthésique. Et puis, mettez de l'humour, hein, des anecdotes, voilà, un geste un petit peu, pas de fantaisie, mais un petit peu de cet ordre-là, pour donner un petit peu de la légèreté à votre cours. La communication est verbale, mais aussi non verbale. Je rappelle que les mots, c'est 20% simplement de la communication. La voix, c'est-à-dire l'intonation, le timbre, le volume, 20%. Et le reste, c'est le non-verbal, 60%. Votre regard, les mimes, les gestes, il y a là une vraie communication à travailler. On a respecté les distances, la bulle intime entre 0 et 40 cm, c'est ce qu'on vit avec le conjoint, les enfants. La bulle personnelle de 40 à 120 cm, c'est que les amis. Mais la bulle sociale et professionnelle, une juste distance entre 120 et 360 cm. Et puis ensuite, la bulle publique avec un grand nombre. Voilà, plus de 360 cm, peu ou pas de relation. Il y a 12 règles pour enseigner. Tout d'abord, le regard circulaire. Observez la classe, toujours, pour avoir ce regard pour chacun, pour capter l'attention. Une écoute active, non verbale, avec une reformulation. La gestuelle et le ton, pour rendre plus vivant. Et puis l'humour, pour rendre plus convivial. Du visuel, pour synthétiser les messages. L'émotionnel, pour capter avec des anecdotes. Et puis du vécu. Le silence, pour donner de la profondeur. Et aller à l'essentiel. Être humble, mais pertinent. Être détendu et vrai pour soi, pour le groupe. Bienveillance pour créer la confiance. Et puis le questionnement. Ouvrir l'échange. Creuser les objections. Puis l'opportunisme pour savoir rebondir. La discipline, les sanctions, on peut d'abord faire un avertissement verbal, isoler la personne si elle embête le monde, un avertissement écrit, avertissement hiérarchique, conseil de discipline et exclusion. Sans jamais oublier que la fermeté, c'est de l'amour. Et puis, quand j'ai posé un acte éducatif, évaluation. Le contenu, indicateur de compréhension, est-ce que les personnes ont bien compris? La pédagogie, est-ce que j'ai bien transmis? Est-ce que c'est adapté? La gestion de groupe, comment m'y suis-je pris dans telle situation? Mon ressenti, et puis comment je vais faire pour remédier, hein, comment je vais réajuster pour ma prochaine séance. Il existe une évaluation formative, c'est-à-dire juste après l'acte éducatif, et une évaluation sommative, après plusieurs séances, après un cycle, après une progression, j'évalue mon enseignement. Enseigner, animer, c'est influencer une vie pour toujours. Une belle mission. Et puis, il y a une autre manière aussi d'évaluer, voilà, avec une professeure d'anglais avec qui j'avais participé dans un collège, elle nous a demandé de créer une grille d'évaluation pour aller se voir dans les classes les uns les autres. Je vous propose cette grille-là. En fin de compte, une grille qui évalue notre personnalité et la communication. Par exemple, est-ce qu'on a un comportement rigide ou un maintien aisé? Et on mettait une croix de 1 à 5. Voilà. Ou bien est-ce que je suis irritable ou je suis calme et stable? Vous voyez, dans la communication,
une question, est-ce que j'expose sans cesse ou est-ce que j'exploite les réactions des élèves? Je ne remanie pas l'information ou je remanie l'information? Au niveau de la conduite, est-ce que je suis troublé par les réactions des élèves ou je m'adapte aux réactions? Est-ce que je suis négligent ou organisé, méthodique? Dans l'organisation, est-ce que je perds du temps ou une bonne distribution dans le temps? Ou enfin, est-ce que j'ai fait un mauvais choix d'expérience ou un bon choix d'expérience? Et bien sûr, plus on va sur la droite, meilleur on est. Et on peut s'auto-évaluer ou, entre collègues, demander de s'inviter dans les classes. Et même à la fin, nous sommes filmés les uns les autres pour justement s'améliorer. Dans les membres du groupe, comme l'animateur le voit. Alors, on peut voir qu'il y a plusieurs types d'élèves, de personnes dans un groupe. Ça peut être le bagarreur, le sage, celui qui sait tout, le bavard, le timide, le contre, le roupilleur, le grand seigneur et le rusé. Alors, face au grand seigneur, par exemple, c'est bien la réponse, ne pas le critiquer. Utiliser la technique de « oui mais ». Le timide, augmenter sa confiance en lui. Lui poser des questions faciles. Le bagarreur, rester calme. Ne pas laisser entraîner, l'empêcher de monopoliser. Vous voyez, à chaque type de personnalité, il y a une attitude à avoir pour essayer de gérer ce groupe qui n'est pas toujours facile. Alors, pour nous qui sommes avec cette dimension spirituelle, rappelons que Jésus était un enseignant. Quelle était sa pédagogie? Mais là, c'était un maître qui enseigne aux disciples. Il est cohérent entre sa vie et son enseignement. On a toute la vie pour le faire. C'est quelqu'un qui pratique l'oral. Il s'appuie sur une motivation préalable, le besoin de guérir. Plus le public est nombreux, plus il sait qu'il faut maintenir l'attention. D'où, souligné par les gestes, un peu plus théâtraliser les choses. Il théâtralise son discours, mise en scène des vendeurs du temple. Il parle avec des gestes et utilise des signes pour souligner son propos. Il se dépouille de ses vêtements avant de laver les pieds des disciples, des symboles forts. Il utilise des effets de choc, des miracles qui fournissent des preuves. Il est libre face au carcan institutionnel et des pharisiens. Il est contestataire, ce qui a le mérite de tenir en haleine l'auditoire. Question, si vous saluez vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Il savait interroger. Ainsi, il sollicite la prise de conscience et favorise la prise de décision. Jésus, comme tout enseignant, est un répétiteur. Il annonce par 3 fois sa mort et résurrection. Il dit des paraboles, heureux les pauvres de cœur. Aime ton ennemi. Voilà. Souvent, il fait des paradoxes. Le Christ use du silence comme outil pédagogique. Il intensifie l'écoute. Il transmet son autorité à ceux qui l'envoient. Il donne une leçon particulière aux disciples pour continuer la mission. Il leur enseigne ce qu'il est. Son matériel pédagogique, les coutumes de son temps, la vie quotidienne, sa pédagogie est relationnelle, non intellectuelle, non théorique. Il cite fréquemment les Écritures, mais aussi les proverbes profanes. Médecin, guéris-toi toi-même. À chaque jour suffit sa peine. Alors, nous sommes envoyés en mission pour rendre l'élève, les personnes qui nous sont confiées, autonomes, authentiques et responsables. Didactique, pédagogique, tous ces mots à explorer pour enseigner, animer, afin d'édifier. Et nous sommes invités à avoir une conscience professionnelle. Et puis, moi j'ai mis un verset de la lettre de Saint Paul aux Colossiens sur mon mur, dans mon bureau, qui dit « Quel que soit votre travail,
faites-le de bon cœur, non pour plaire aux hommes, mais pour le Seigneur. Vous savez qu'en retour, le Seigneur fera de vous ses héritiers. Le Maître, c'est le Christ. Vous êtes à son service. Alors, laissons-nous guider par ce modèle, par cet enseignant qui est Jésus qui nous précède. Il est notre guide. Et il nous dit, viens et suis-moi. Alors, bonne animation et bon enseignement. Bon enseignement.